Et on se retrouve sur le plateau de Punchline pour évoquer la situation en Ukraine. L'OTAN affirme désormais que les forces russes ne se retirent pas, contrairement à ce qu'elles avaient dit, mais se repositionnent. Le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, s'attend à des offensives supplémentaires de la part de Moscou et beaucoup de souffrances à venir, c'est ce qu'il a dit. On fait le point avec Reda Emrabi. Difficile décidément de croire en la parole russe. Les immeubles détruits, noircis par les bombardements. Des enterrements sur le trottoir. Mariupol, ville martyre, ville à fuir. La Russie a annoncé l'instauration d'un régime de silence. Comprenez, un cessez-le-feu dès ce jeudi 10h pour permettre l'évacuation des civils. Mais la défiance règne avec l'Occident, comme en témoigne le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. La Russie a menti à plusieurs reprises sur ses intentions. Nous ne pouvons donc juger la Russie que sur ses actions, pas sur ses paroles. La Russie maintient la pression sur Kiev et d'autres villes afin que nous puissions nous attendre à des actions offensives supplémentaires, apportant encore plus de souffrance. Quant au président ukrainien Volodymyr Zelensky, il continue d'envoyer ses messages aux Occidentaux. Face aux parlementaires autrichiens, il dépeint un régime russe malveillant et prêt à tout. Si la Russie n'est pas arrêtée maintenant, si la Russie n'est pas traduite en justice, d'autres pays dans le monde qui rêvent d'une guerre similaire contre leurs voisins se diront que cela est possible. Le sort de la sécurité mondiale se décide maintenant. Pour apaiser les tensions, le comité international de la Croix-Rouge s'est dit prêt à diriger les opérations d'évacuation ce vendredi. Vincent Hervouet, on ne peut pas croire à la parole russe, on ne peut pas croire ce que dit le Kremlin et Moscou. Non, évidemment, ils mentent. Tout le monde ment d'ailleurs, en général, quand même. En dehors de ce plateau, je veux dire. Tout le monde ment quand on fait la guerre. Les Russes n'avaient pas dit qu'ils pratiqueraient un cessez-le-feu ou qu'il y aurait un repli. Ils avaient dit qu'ils allaient réduire radicalement leur activité militaire en dehors du Donbass. En fait, les Américains avaient immédiatement traduit cela par relève des unités. Et c'est effectivement ce à quoi on assiste. Il y a, dans le nord, vous savez, il y a 5 armées russes qui sont bloquées au nord et qui bloquent une partie de l'armée ukrainienne. C'est l'essentiel de leur activité. C'est ça. Il y a peu de tentatives de percées et autres. Ils sont en train d'enterrer leur artillerie. Ils continuent. Ils avaient commencé par miner les abords, faire quelques fortifications. Là, ils ont fait sauter des ponts. Ils ont barré des routes. Donc, ils gardent le moyen de maintenir la pression sur une partie de l'armée ukrainienne. Et pour le reste, il y a des unités qui font mouvement vers le Bélarus. Et on imagine que c'est pour être ensuite aller se positionner autour du Donbass, où il y a des vrais combats. On peut pas parler évidemment de cessez-le-feu. Quant à Mariupol, puisque le commentateur en parlait à la fin de son sujet en disant que le CICR voulait ouvrir une route et dégager les civils. Le problème, c'est que les Russes ont annoncé tard hier soir un cessez-le-feu. Ils appellent ça une période de silence. Période de silence, oui. Vous savez comment on dit un ange passe en russe? Non. On dit un flic meurt. On est dans une autre philosophie. Donc ils disent une période de silence, c'est le cessez-le-feu. Mais ça n'a rien à voir avec la paix. C'est juste un moment où on s'arrête. Et évidemment, pour évacuer des dizaines de milliers de personnes, il faut beaucoup de temps. Il faut organiser. 24 heures, voilà, c'est ça. Il faut s'entendre sur le tracé, il faut s'entendre sur les horaires, il faut organiser le convoyage, il faut vérifier que rien n'est miné, etc. C'est un lourd processus. Donc, annoncer ça hier soir, c'est juste leur dire, vous avez le temps d'aller faire les courses, quoi. Pour autant qu'il y a encore des courses à faire, parce que je n'aurais pas plaisanté, parce qu'il n'y a pas le temps de faire des courses, il n'y a plus de courses à faire, les magasins sont fermés, et c'est vraiment un calvaire que vit cette ville. Mais ailleurs, le front est plutôt calme. Céline Pina, sur l'armée russe qui se repositionne, voilà, peut-être que c'est un peu un mouvement de repli quand même. Oui, parce qu'il y a au moins, en tout cas, on a le sentiment qu'il y a eu un échec, c'est-à-dire que dans les informations, en tout cas, qui ont filtré, visiblement, on avait dit à Poutine que l'Ukraine pouvait être balayée assez vite en une quinzaine de jours, et on voit bien que l'armée russe a très vite marqué le pas, en tout cas devant Kiev. Ils n'ont jamais réussi à s'approcher à plus de 25 km, ce qui ne permet pas un certain nombre d'actions un petit peu efficaces. Et aujourd'hui, l'action semble s'enliser. On comprend très bien que finalement, il n'y aura pas de conquête de l'Ukraine, qu'il n'y aura pas non plus de renversement du gouvernement. Et la question va se poser de à quel endroit le front peut se stabiliser. On a aussi pas mal d'informations
sur les pertes russes parce qu'ils ont eu le malheur de publier un document. Ils l'ont retiré très vite, mais néanmoins... Et l'armée russe a perdu un peu moins de 10 000 hommes. Et je crois que le nombre de blessés se monte à autour de 18 000. Ils ont perdu 1800 véhicules. Et... c'était une armée qui était forte de 150 000 hommes à peu près. C'est quand même énorme comme perte, surtout quand on est censé être extrêmement dominant du point de vue de l'armement, comme du point de vue de la capacité à brouiller les communications, par exemple, ce qui n'a pas été si évident. Donc en fait, cette armée est en échec. Et il ne faut jamais se réjouir quand vous avez mis un ours en échec, parce que ensuite se pose la question finalement de ce qu'on appelle les coûts irrécupérables. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup investi, beaucoup sacrifié, eh bien il est difficile de faire machine arrière, parce que c'est un petit peu, vous savez, la question qu'on pose toujours, mais pourquoi sont-ils morts ? Ils sont donc morts pour rien. Et à ce moment-là, c'est toujours le problème quand une armée doit se replier. Donc on voit bien qu'ils n'ont pas les moyens d'atteindre leurs objectifs. Pour autant, ils n'ont pas l'intention de partir d'Ukraine. On ne sait pas, il y a beaucoup mais ça, peut-être pourrez-vous répondre. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait, on ment beaucoup à Vladimir Poutine parce que son entourage serait terrorisé et aurait donc du mal à lui dire la réalité des faits. Et par ailleurs, on a quand même beaucoup d'infos sur les problèmes de ravitaillement de cette armée russe, sur des soldats, parce qu'en fait, les communications ne sont pas cryptées pour des tas de raisons. Et donc des soldats qui se plaignent d'engelures, qui se plaignent de n'avoir rien à manger, qui se plaignent du manque de munitions. Et on voit bien que cette armée qui pensait peut-être se balader en Ukraine est extrêmement surprise de la réaction et de l'énergie et de la résistance des Ukrainiens. C'était des gens qui s'attendaient à ce qu'on les accueille comme des libérateurs et qui sont très surpris de se voir rejetés. Et en plus, même dans les villes qui sont investies par les Russes, tout le monde dit que pour tenir une ville, il faut un ratio de 1 à 5. Pour un habitant, il va falloir 5 soldats. Et en fait, même dans certaines villes qui ont été investies, ils ont beaucoup de mal à les tenir et à les contrôler. Vincent Evouette, sur ils ont pris les difficultés de l'armée. C'est vrai, ils ont pris qu'une seule ville qui est à l'entrée, au débouché de la Crimée. Et c'est incroyable parce que les Ukrainiens ont un tempérament quand même extraordinaire. On dirait les Russes aussi, parce que ce sont leurs cousins. Mais ils ont un tempérament. Vous avez eu des manifestations. Cette petite ville de 200 000 habitants qui a été prise par l'armée russe, la seule qu'ils aient conquise comme ça. Il y a des manifs qui continuent. C'est-à-dire que des gens se réunissent le matin et, alors évidemment, ils sont dispersés et ils protestent. Et ils continuent de protester contre l'occupation. Ce qui veut dire que, effectivement, tenir le pays, ce sera très difficile, que c'est cristalliser un sentiment national et une certaine ferveur. C'est le talent notamment de Zelensky, et c'est la surprise, parce que c'est quand même un régime terriblement corrompu. Mais il y a ça qui a surgi, et qui est un élément de la guerre très important à prendre en compte. Quant aux prévisions, quant à savoir qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de Vladimir Poutine, qui sont les gens qui l'entourent et qui le conseillent, ça c'est pour moi un mystère très profond. C'est un mystère, je crois, pour tout le monde. Et ceux qui s'aventurent à le percer, le paye cher. Regardez le directeur du renseignement militaire en France, qui vient d'être limogé. Remercié. Limogé, vous avez tous les généraux. Il a démissionné. C'est la façon diplomatique. C'est très sévère, on ne sait pas pourquoi. Mais parce qu'il n'a pas prévu l'invasion russe en Ukraine. Pas de son cas précis, mais franchement, tous les spécialistes de la Russie, les diplomates, tous les gens informés, les militaires, tous les gens qui planchaient sur la question depuis des semaines avant le 24 février, parce qu'il y avait cette immense armée à la porte, pratiquement personne ne croyait au tocsin sonné par les Américains. Ça, c'est une réalité. Tellement c'était incroyable. Et dernier mot sur Poutine, on a vu, à la veille de l'offensive, la convocation de ce Conseil national de sécurité, où il prenait les uns après les autres tous les responsables de son entourage, tous les gens, tous les dignitaires, tous les gens qui ont à connaître, et leur demandait oui ou non la guerre, et tous se sont alignés. Et on avait, c'était le moment où il y a eu ce spécialiste du renseignement qui s'est fait humilier, qui avait l'air terrorisé, et qui n'arrivait pas à aligner 3 mots. C'était impressionnant. Tout à fait. Non, mais même si évidemment, on se dit qu'on ne peut pas faire confiance à Vladimir Poutine, quant à sa stratégie militaire, je suis quand même un peu perplexe quand j'entends le secrétaire général de l'OTAN nous parler de vérité ou de mensonge, comme si les Américains, eux, avaient toujours dit la vérité dans ces périodes et dans ces temps de guerre. Mais plus sérieusement, cette guerre, c'est la guerre sur le terrain militaire, sur le terrain économique, on le dit souvent, mais sur le terrain de l'information, mais aussi de l'intox.
Et on peut aujourd'hui rien prédire de la réelle stratégie de Vladimir Poutine. Donc, veut-il se cantonner à l'est du pays et au sud-est? Veut-il aller plus loin? Est-ce que c'est une stratégie de repli pour mieux repartir? Est-ce que c'est pour faire tourner les hommes usés, fatigués? Est-ce que c'est pour aller vers de l'approvisionnement? Donc, la réalité, c'est que on n'a pas de lisibilité réelle et certaine de sa stratégie. Une chose est sûre, c'est que je pense qu'il ne se contentera pas d'une victoire en trompe-l'œil. Et il ne voudra pas sortir humilié de ce conflit. Et donc il maintiendra sa pression coûte que coûte. Après, moi j'ai été frappé de ce que nous a dit Vincent hier quand même sur le passage du gaz à 30% de la fourniture pour l'Europe dans cet accord ukrainien-russe avec les royalties qui sont reversées. Voilà. Quand je vois le président ukrainien faire le tour des parlements pour nous pointer du doigt, nous dire attention, mais vous ne pouvez pas acheter du gaz russe. Mais cher ami, on achète du gaz qui passe par chez vous. Et vous n'avez pas fermé les vannes. L'une des questions du jour, c'est justement que le gaz russe doit désormais être payé en roubles. C'est ce qu'a demandé le Kremlin. C'est pour humilier ceux qui veulent acheter le gaz russe? Il y a sûrement un gain parce qu'ils sont obligés de faire leur change à Moscou, donc il y aura sûrement un gain en termes de change, mais ça c'est le moins important. Le plus important, c'est de montrer qu'il est capable de contourner les sanctions. Et il est capable d'en infliger à ses acheteurs. Alors on a entendu le ministre Le Maire expliquer que non, le contrat avait été rédigé en dollars et en euros, et donc pas question. Et que la France et l'Allemagne s'apprêtaient à des coupures de gaz. Hein. Oui, mais bien sûr. C'est ce qu'ils disent. Oui, mais ils ont raison. Ils sont très faraos. J'ai vu que le chancelier Scholz a appelé le président Poutine pour obtenir un petit sursis exécution. Et l'autre lui dit oui, bon, la prochaine échéance ne sera pas le 1er avril, quoi. Ce sera le 1er mai. Ce sera bientôt. Pour les autres, ce sera tout de suite. Les ennemis. Voilà. Il y en a une quarantaine de pays qui sont sur la liste noire de la Russie. La France en fait partie, j'imagine. Bien sûr, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Union européenne, plus le camp occidental, plus le Japon, plus toutes sortes de pays. Et pour cela, ce que fait la Russie, c'est une politique souveraine, c'est défendre le rouble. Je vous rappelle que on a bloqué 300 milliards de dollars qui permettaient à la Banque centrale qui était à l'étranger, qui permettait à la Banque centrale de soutenir la monnaie, le rouble. Eh bien, le rouble s'effondrant, les Russes s'emploient à restaurer. Et le restaurer, c'est une politique vraiment nationale. Ça, c'est quelque chose qui peut le leur reprocher. Et donc, ils disent, après tout, maintenant vous nous paierez en rouble. Il y a une certaine logique là-dedans. Ça peut se plaider devant les tribunaux, mais ça ne se plaidera pas. C'est pas en justice que ça va se régler. C'est un rapport de force. Vous voulez le gaz, il faudra le payer, et il faudra en passer sans doute par des conditions qu'exigent les Russes, parce que avant de réadapter toute notre économie, l'énergie, et trouver de nouveaux fournisseurs de gaz, plus de 50% de l'énergie allemande, hein. C'est beaucoup. C'est énorme. Et nous, c'est un tout petit peu moins. On est beaucoup moins dépendant du gaz à 20%. Moins 15%. Oui, 15-20%.